Bonjour, c'est Rémi. Suite aux vidéos que j'ai postées sur Facebook, j'ai dû refaire une nouvelle vidéo puisque j'ai eu des petits soucis techniques avec celle que j'avais fait qui était un peu longue, celle que j'énumère dans les petites vidéos que j'ai fait sur Facebook. Donc je suis obligé de tout reprendre à zéro en fait. Donc on va voir combien de temps ça va durer. euh, Parce que j'ai en même temps, entre-temps, eu des pistes de réflexion aussi sur le sujet. Et suite au nombre de vues, au nombre de likes et puis aux témoignages qui me sont remontés, euh, je me devais vous faire un truc quand même carré, quoi, hein, un minimum carré. Même si on est toujours dans le spontané, hein, voilà. Mais il faut prendre le temps d'expliquer les choses, voilà, parce que suite à l'allocution pardon, de ce général, que je rappelle, hein, c'est un général de l'armée de l'air, hein. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça, hein. C'est pas insultant, c'est pas. Tout est explicable, hein. Voilà. Mais avant ça, euh, il faut d'abord parler de ce qu'étaient et de ce que sont nos chefs d'état-major des armées successifs. Parce que sans ça, on peut pas comparer. On a du mal à comprendre en fait pourquoi euh, on a des chefs d'état-major des armées qui sautent comme ça. C'est assez perturbant, hein, à la fois pour le militaire que j'étais, et c'est assez perturbant pour le civil, en fait, qui ne comprend pas ce qui se passe, tout simplement. Il faut comprendre que on a, sur un plan, on va dire l'histoire toute récente, hein, qui est liée au conflit en Ukraine, on a, dans les armées françaises, on a senti, alors c'est plus philosophique, hein, c'est plus dans l'esprit que on va dire que sur un plan matériel et humain, mais on a senti une petite montée en puissance, hein, suite au départ du général de Villiers, vers ce qu'on appelle une espèce de formatage ou de reformatage à ce qu'ils ont appelé l'esprit guerrier. Voilà. Alors, ça inclut quelques trucs en fait, hein, enfin, dans la réalité, ça changeait pas grand chose, mais dans l'esprit, en fait, euh, il commençait à nous ventiler des messages euh, vous savez, la soi-disant résilience, le goût de l'effort, le sens du sacrifice. Il y avait beaucoup de petits messages comme ça qui revenaient, d'où cet esprit guerrier. Voilà, il faut à nouveau être prêt à aller jusqu'au sacrifice ultime. Je rappelle que l'armée de terre, et l'armée en général, hein, n'a pas connu de conflit conventionnel à proprement parler, c'est-à-dire un engagement de ce qu'ils appellent de haute intensité, avec un grand volume de personnel, un grand volume de matériel, une politique de guerre et une économie de guerre depuis 1939. On a vu ce que ça a donné, hein. On ne peut pas considérer que les conflits auxquels la France a participé toute seule je précise, hein, suite à la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit des conflits conventionnels. Voilà. Parce que tout simplement, l'Indochine, ça a été une campagne, encore une fois, coûteuse en hommes, très coûteuse en hommes, mais on n'était pas chez nous, c'était pas sur notre sol, hein, et c'est du combat plus assimilé à du combat de jungle. Il a fallu mettre en place des doctrines, des nouvelles doctrines au combat, notamment ce qui est développé par les unités du général Bijard à l'époque. Euh, et ce qu'on a fait en Algérie aussi, on est plus sur une guerre asymétrique. Voilà. Et ces deux guerres ont été coûteuses en hommes, hein, parce qu'on a envoyé beaucoup d'appelés. Voilà. Donc on n'a pas fait de conflit conventionnel depuis, et tout seul, hein, depuis 1939. Ça, c'est le premier point. Donc, ça souligne aussi, d'une certaine façon, que tous ceux que vous entendez sur les plateaux télé, et tous ceux qui ont commandé l'armée depuis, hein, on peut dire aujourd'hui que personne, en réalité, personne
au niveau de l'armée, n'a d'expérience en termes de conflits conventionnels. Parce que ça fait depuis la fin de l'Algérie qu'on n'en a pas... Enfin, déjà, depuis la fin de l'Algérie, on n'a pas engagé un volume d'hommes important dans une intervention militaire. Hein, je rappelle, nos OPEX sont dimensionnés avec à chaque fois quelques milliers d'hommes. Parce qu'on a les effectifs pour le faire et on a, on va dire, on a l'argent aussi. Malgré qu'il y ait des excédents budgétaires au sujet des opérations extérieures, il y a des excédents budgétaires importants, mais on est plus ou moins, on a les moyens de le faire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait ça comme ça d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas faire plus. Hein. Et bien souvent d'ailleurs, hein, si on veut ouvrir un mandat, un nouveau mandat quelque part, une nouvelle opération extérieure quelque part, il faut retirer des troupes d'une autre opération extérieure. Voilà. Et ça a été un peu le cas quand on a fait la transition Afghanistan-Mali. Hein. Voilà. Donc, pour revenir, si vous voulez, sur le ou les chefs d'état-major des armées qui se succèdent, on a quand même le sentiment, alors, d'une part que plus ça va et plus la gouvernance leur demande de choisir, de faire des choix ou de mener des politiques de plus en plus compliquées pour eux à mettre en œuvre, parce qu'on va vers un conflit, il y a une volonté d'aller vers un conflit conventionnel. Donc il faut que le chef d'état-major des armées soit complice de ce truc-là, de cette idée-là. Il faut qu'il l'accepte, alors qu'il connaît la réalité du terrain et la réalité des forces. Donc ça implique qu'il faut que le chef d'état-major des armées, à chaque fois, il soit vraiment en pleine acceptation politique et idéologique du chef qui l'a nommé, qui l'a mis là. Hein. Hein. Faut pas croire que les chefs d'état-major, et en particulier le SEMA, hein, le chef d'état-major des armées, il est là parce qu'il est compétent. En tout cas, c'est probablement pas le plus compétent. C'est surtout celui où aussi il a forcément des compétences. Hein, attention, je dis pas. Hein, mais mais il est aussi coopté hein, idéologiquement. Donc, bah oui, parce que on peut pas mettre un gars compétent, mais qui va pas aller, qui est politiquement, qui n'est pas d'accord avec le chef. Hein. C'est pas possible. C'est pour ça que tous nos chefs d'état-major des armées, depuis très longtemps, sont des généraux pro-OTAN, pro-européens, etc., etc. Sinon, ça pourrait pas le faire, quoi. Ça pourrait pas le faire du tout. Donc là, on a à nouveau un ex-SEMA, hein, le général Burkhardt, qui claque la porte. Hein. Alors c'est étrange. Hein. Est-ce qu'on on lui a demandé des choses qui pour lui sont devenues de l'ordre de l'inacceptable ou est-ce qu'il a tout simplement quitté le navire avant que celui-ci coule hein. Ou est-ce qu'il veut être... C'est pareil, un chef d'état-major des armées, il doit assumer la responsabilité de mener une guerre, hein, si c'est le cas. Voilà, la question reste ouverte concernant le général Burkhardt. Est-ce qu'on lui a demandé trop? Est-ce que c'était trop insupportable pour lui de continuer ce qu'on lui demandait de faire? Sachant qu'il avait lui aussi a eu des propos un peu guerriers quand même, un peu tendancieux, un peu discutables. Mais je pense qu'il y a quand même eu une prise de conscience chez le général Burkhardt qu'il n'y a pas chez le général Mandon. Et ça, c'est notamment parce que, sans créer de clivage entre les armées, le général Mandon est un général de l'armée de l'air et le général Burkhardt est un général de l'armée de terre. Voilà, deux salles, deux ambiances. Le général Burkhardt était légionnaire, ce qui implique une expérience particulière. Et depuis fort longtemps, il a dû faire énormément d'actions sur le terrain. Le général Burkhardt sait ce que c'est que de perdre des hommes sur le terrain. Je rappelle quand même qu'un officier saint-cyrien, un officier qui commande en compagnie de combat, jusqu'au grade de capitaine, il est et même un petit peu au-delà, il est sur le terrain avec ses hommes. Il combat avec ses hommes. Hein. Donc il en a vu le général Burkhardt.
il en a vu assez pour comprendre ce que ça implique une guerre conventionnelle, ce que ça implique des combats, ce que ça implique en tout cas en termes de coûts humains, de matériel, de logistique, etc. Il sait ce que c'est. Il l'a vécu. Voilà. Le problème de l'officier de l'armée de l'air, bah, c'est pas le même taf, tout simplement, c'est pas le même travail. L'officier de l'armée de l'air, alors soit si, voilà, je vais pas énumérer tous les postes parce que, mais on va dire que si le SEMA actuel a été pilote de chasse, parce que c'est un peu la chasse gardée, comme on dit, c'est un peu la crème de la crème hein, chez nos personnels de l'armée de l'air. S'il a été pilote de chasse, eh ben, c'est pas la même façon de faire la guerre. D'ailleurs, il y a eu très peu, sur les 40 dernières années, il y a eu très peu en réalité d'occasions euh, pour nos personnels navigants, hein, pour les pilotes de chasse, de s'exprimer au combat, hein, parce qu'on est en temps de paix, tout simplement. Hein, donc, et si ça arrive, il faut noter quand même la différence entre un officier de l'armée de terre qui a les pieds dans la boue et les mains dans le cambouis avec ses hommes, et qui fait la guerre, et c'est du combat direct, hein. C'est vous tirez, on vous tire dessus, hein. C'est tuer ou être tué. Voilà, ce qui en termes d'expérience n'a rien à voir avec un pilote de chasse qui lui est à plusieurs centaines de mètres d'altitude et, euh, et appuie sur un bouton et puis il arque sa bombe ou il va voler en rase-motte au sol pour mettre un coup de canon de 30 sur des cibles au sol. Mais vous voulez, c'est pas la même appréhension au combat, c'est même, et on va dire symboliquement aussi, hein, ce qu'on appelle euh, tout ce qui est post-traumatique, hein, les problèmes que ça peut susciter chez l'être humain, on n'est pas du tout dans le même concept. Voilà. Alors, je dis pas que ça les traumatise pas, les pilotes de chasse, hein, mais disons que on est sur du combat indirect. Hein. Quelqu'un qui largue de nuit en infrarouge ou en caméra thermique une bombe sur une cible au sol, ça a quand même rien à voir avec quelqu'un qui fait qui est amené à tuer en faisant du corps à corps. Hein. Ou même sur le terrain à voir des choses terribles. Voilà. Les OPEX qu'on fait, on voit parfois des choses qu'on n'a pas envie de voir. Et il y a des ressentis, il y a des odeurs. Voilà, quand on est dans son avion, bah, c'est pas le cas. Voilà. Donc il y a peut-être une dimension, on va dire, combattante, stratégique, que le général Mandon, peut-être qu'il se rend beaucoup moins compte des choses et des conséquences que le général Burkhardt à son époque. Voilà. Mais c'est une simple euh, hypothèse. Hein. C'est une simple hypothèse. En tout cas, moi, ces propos, je trouve qu'ils ont été alarmistes, alarmants, injustifiés. Et encore une fois, le but, c'est de faire peur. Voilà. C'est de faire peur, c'est de faire accepter à une population française par la peur qu'il va falloir prendre des mesures militaires et civiles. Parce que s'il y a des projets à nouveau de mettre en place une conscription, etc., bah, ça va concerner aussi les civils. Hein. Donc on met en place dans la tête des gens petit à petit quelque chose d'acceptable, alors qu'hier c'était inacceptable. Voilà. Et tout va dans ce sens, nos généraux de plateau, enfin tous ces gens-là. Voilà. Ils vont tous dans le même sens parce que c'est politique, tout simplement. Mais voilà. Après, on va rentrer un peu dans les détails parce que c'est intéressant de savoir pourquoi je dis que moi, ce qu'ils veulent faire, c'est pas forcément. C'est pas faisable, c'est pas infaisable, ça dépend des orientations qu'ils prennent et des choix qu'ils font. Mais dans tous les cas, ça va prendre beaucoup de temps et dans des délais acceptables, c'est pas faisable, de toute façon. Voilà. Voilà. Dans les 5 ou 10 ans, j'ai dit c'est pas faisable. Alors, il y a deux thématiques importantes en fait. Euh, il y a, euh, il y a l'idée d'un conflit conventionnel, juste la France contre la Russie, dans les 10 ans, impossible. Et je vais expliquer pourquoi. Et il y a le contexte européen. Alors, le contexte européen, en réalité, c'est la fameuse, ces projets d'armée européenne, si cher à notre président. C'est la création en réalité d'une force multinationale, d'une task force, qu'on appelait une task force dans le passé,
Et c'est compliqué. Voilà. Mais on va revenir dessus parce qu'une une coalition interarmée sous un commandement unique, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Mais avant de parler de ces deux exemples importants, il faut quand même rappeler un peu le conflit ukrainien parce que moi, si j'ai vu cette montée en puissance progressive d'une volonté de retrouver l'esprit guerrier dans nos armées, c'est pas pour rien. C'est parce que je me souviens qu'en 2016 ou 2017, euh, on avait eu une visite de notre général de brigade qui, lors de son allocution, nous a dit qu'on allait se préparer à des guerres conventionnelles. Et moi, ça m'avait vachement surpris à l'époque, parce que il n'y avait aucune guerre conventionnelle ou amenée à être conventionnelle en cours. Et on était en pleine, en pleine lutte contre le terrorisme islamiste. On était en pleine période de Mali, hein, tout simplement. Donc, cette histoire de guerre conventionnelle n'était pas du tout au goût du jour. Et j'ai pas compris sur le moment, mais j'ai cherché à comprendre, mais sur le moment, c'est vrai qu'on était assez. Enfin, moi, j'étais assez interrogatif là-dessus. Parce que ça sous-entend aussi que si on se prépare à des guerres conventionnelles, bah, c'est qu'ils savent. Ils savent qui ça concerne, ils savent quand, à peu près quand, et comment. Et quand on voit l'actualité aujourd'hui, ce que je trouve très grave, c'est qu'ils se préparent à des guerres conventionnelles et on est plus, on est plus sur une prévision, vous savez, préventive, quoi. Hein, c'est pas de la prévention, là. Parce que s'ils savent où, quand et comment, et avec qui on va faire cette guerre conventionnelle, euh, ça veut dire que depuis 10 ans, quasiment 10 ans, ils n'ont rien fait pour empêcher que ça arrive. Et c'est plutôt, on voit la réalité aujourd'hui, c'est qu'on voit plutôt que c'est le contraire. Ça veut dire qu'ils font tout pour qu'elle arrive et pour la provoquer, cette guerre avec les Russes. Donc en fait, on est. Malheureusement, j'ai l'impression, encore une fois, de me retrouver du mauvais côté de la barrière parce que euh, la guerre, c'est une décision jusqu'au boutiste. Une guerre, c'est l'échec de la diplomatie aussi. Et on se rend compte que monsieur Macron a détruit ou réduit le corps des diplomates. On n'a plus de diplomatie française. Hein. Voilà. Et l'actualité nous montre que, voilà, euh, aujourd'hui, il y a des choses qui ressortent là. Et, et à l'époque, si vous voulez, en 2016, je me demandais, mais qui ça pouvait être. Alors oui, bien sûr, j'ai pensé à la Russie, mais je dis, mais la Russie, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Donc c'est une folie complète, une folie complète. Et il ne faut pas oublier qu'avec les Russes, après les Russes, il y a les Chinois. Et les Chinois sont aussi dans le collimateur des États-Unis, enfin en tout cas de l'OTAN. En tout cas, c'est indiqué dans le projet OTAN 2030. Hein. Donc ça veut dire qu'on est dans le camp agressif. Voilà. On est dans le camp agressif. Et on le voit bien. L'actualité du moment nous fait, avec ses ingérences politiques, avec ses ingérences diplomatiques de la part de l'Union européenne et en particulier de la France, il y a beaucoup d'ingérences, il y a beaucoup de propos qui sont quand même assez autoritaires, agressifs vis-à-vis de la Russie, alors que accessoirement la Russie ne nous a rien fait à nous. Hein. Elle n'a rien fait à la France, elle n'a rien fait à l'Europe. Je rappelle que l'Ukraine c'est sur le continent européen, mais ça appartient pas à l'Union européenne. Hein. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à dire encore. Faut juste rappeler rapidement quand même que le conflit ukrainien, hein, il n'a pas commencé il y a 2 3 ans. Hein. Il a commencé en 2014. Voilà. Faut comprendre que l'ancien gouvernement ukrainien avant 2014 était plutôt, de mémoire, hein, je vous dis ça, était plutôt aligné ni sur la Russie ni sur l'OTAN, mais il était plutôt sur une espèce d'entente
forcément, parce que la Russie est voisine, hein, il y a une frontière, donc forcément c'est toujours sympa d'essayer de s'entendre avec son voisin, hein, sans, sans forcément dire qu'ils allaient être copains, mais euh, il y avait quand même une politique de non-alignement, ni vis-à-vis des Russes, ni vis-à-vis de l'OTAN. Voilà, il y avait une espèce d'impartialité qu'ils ont perdue suite à la révolution de Médane, euh, qui est largement sous influence américaine, sous ingérence américaine, hein, c'est les fameuses révolutions de couleur. Je vous invite à bosser sur, en tout cas à chercher des choses là-dessus parce que c'est intéressant. Hein. C'est pas le seul pays où ça arrive en plus. Hein. Hein. De toute façon, dès qu'il y a des révolutions dites de couleur comme ça, il y a toujours une ingérence américaine, quasiment toujours à chaque fois, alors de manière un peu détournée, mais euh, c'est tout. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Voilà. Donc cette révolution de Médane a fait énormément de blessés, a fait énormément de morts. Il y a quand même une forte participation de groupes, euh, on pourrait même dire maintenant de bataillons, parce que ce sont quasiment des forces armées constituées de groupes qui sont néo-nazis. Ça aussi, c'est une réalité qui n'ont pas été révélées tout de suite dans les médias. Euh, Et donc, vous ajoutez à ça une nouvelle gouvernance qui est à la fois anti-russe, mais russophobe. C'est-à-dire que la communauté, la grosse communauté russophone d'Ukraine, euh, s'est fait complètement spolier, hein, euh, suite à cette nouvelle gouvernance en place. Il y a eu plein de choses qui sont arrivées à ces russophones, ce qui a motivé des traités, etc., qui ont été d'ailleurs ratifiés par la France et l'Allemagne à l'époque. Et tout ça nous a conduit à une guerre civile, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui les régions russophones de l'Est de l'Ukraine qui, depuis 2014, étaient en confrontation directe avec l'armée ukrainienne. Voilà. Donc, il y a une raison, on va dire, sociale, au bout d'un moment, à l'intervention de la Russie sur les territoires russophones en Ukraine. En tout cas, ça a été justifié en partie comme ça par les Russes. Euh, et dans un deuxième temps, rappelez-vous la fin de la guerre, enfin, la fin de la guerre froide. Euh, on avait quand même une promesse que l'OTAN, une promesse émanant des Américains que l'OTAN n'allait pas s'élargir, il n'y aura pas d'expansion euh, de l'OTAN à l'est de l'Europe occidentale. Et on a vu, évidemment, depuis lors, que tous les pays d'Europe de l'Est ont été aspirés à la fois dans l'Union européenne, enfin tous ou presque, sauf l'Ukraine, hein, ont été aspirés dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Voilà. Donc, sans faire de stratégie de comptoir, on peut facilement se rendre compte, en regardant tout simplement une carte, que la Russie est en train, à la fois par les bases de l'OTAN ou à la fois par des pays qui ont subi des révolutions de couleur ou des tentatives de révolution colorée dans tous ces anciens pays satellites, on voit bien qu'ils sont en train de se faire encercler par l'OTAN progressivement. Donc on peut, sans dire que les Russes sont des paranos, mais à la vue de ça, on peut gentiment se poser la question de savoir jusqu'où va aller l'OTAN quand même dans cette continuité. Voilà, donc qui, euh, ces deux raisons qui justifient, en tout cas pour les Russes, une intervention. Ils ne sont pas rentrés en guerre, les Russes, hein, c'est important sur un plan politique. Ils ne sont pas rentrés en guerre, hein, eux c'est une OPEX. Voilà, c'est une opération militaire. D'ailleurs, il faudrait regarder une carte aussi, hein, la carte actuelle du conflit russo-ukrainien. Voilà, la nouvelle frontière, c'est les régions russophones. Voilà, à part quelques points stratégiques, évidemment, hein, qu'ils ont pris ou repris, euh, on est sur une nouvelle frontière, en fait, où tout ce qui était à gauche de la frontière est
ukrainien, purement ukrainien. Hein. Donc on est plutôt sur entre guillemets, une ethnie qui est lituano-polonaise. Hein. Et à droite de la frontière, et ben, tous ces Ukrainiens russophones. Voilà. Mais après, il faut comprendre l'histoire de ce pays aussi, hein, où les Russes ont une légitimité évidente, en tout cas plus évidente que ce qu'on raconte, à reprendre ces secteurs-là. Voilà. Donc voilà les réelles raisons du conflit ukrainien. Et ça m'invite à penser qu'en 2016, évidemment, nos généraux savaient déjà ce qui allait se passer, parce qu'ils savaient que l'objectif de l'Union européenne et des États-Unis, hein, quoi qu'en 2016-2017, il me semble que c'était Monsieur Trump, donc voilà, il y avait cette histoire d'OTAN, mais bon, euh, on sent que Trump aussi avait dû, dans ces années-là, peut-être est revenu un peu sur la question, puisque il me semble que Monsieur Trump est toujours, alors je ne porte pas dans mon cœur Monsieur Trump, hein, pas plus que les autres, mais voilà, il y a quand même une démarche de paix actuelle, hein, et il y avait déjà une démarche, en tout cas, de remettre en question l'OTAN déjà en 2016. Hein. Voilà, donc... mais bon, ce qui s'est passé en Ukraine depuis 2014, ça peut justifier l'intervention militaire russe. Voilà. Je ne la légitime pas non, pour autant. Il y avait peut-être d'autres méthodes, probablement d'autres méthodes. Mais voilà, on sent que l'Union européenne avait pour projet, avec l'aide des États-Unis et des États-Unis mondialistes, d'aller au bout. Hein. De tout faire pour emmerder la Russie et pour déclencher une intervention russe, de toute façon, quelle qu'elle soit. Voilà. C'est pour ça que la volonté, euh, la volonté russe d'envahir l'Europe, euh, bon, c'est un peu fort de café déjà, et puis c'est pas du tout ce qu'on voit en fait. Hein. Si ça avait été le cas, il y a longtemps que les Russes auraient dépassé l'Ukraine. Hein. Ils avaient largement les moyens d'envahir toute l'Ukraine. Ils avaient largement les moyens de détruire, de raser toutes les villes ukrainiennes s'ils le voulaient, à l'image de ce que pouvaient faire les Américains d'ailleurs en Irak. Hein. C'est juste pas la même politique d'action au combat. Hein. On a un principe américain qui s'appelle le tapis de bombe, hein, où ils bombardent d'abord massivement et après ils vont en résultat avec les troupes au sol. On a quand même senti que l'intervention russe, elle était un petit peu plus technique, hein, malgré ce qu'on raconte à la télévision. Qu'ils ont essayé au maximum d'épargner les forces, on va dire, non combattantes. Hein. Voilà. Donc il y a des manipulations des deux côtés. Hein. Mais de toute façon, je suis pas certain que, en plus de ça, que malgré des volumes de troupes et de matériel importants, la Russie soit en mesure d'envahir l'Europe toute seule. Voilà. Ce qu'on voit, pourtant, mais ce qu'on voit par contre, c'est qu'elle est en capacité de tenir un front, oui, un front un peu plus de 1000 km, je crois, en Ukraine, et sur plusieurs années. Voilà. Voilà ce que nous dit l'armée russe. C'est qu'elle est capable de tenir un front important et sur une longue période. Et ça envoie un message fort quand même à l'Europe. Et puis, bah voilà, après on a la position des États-Unis. Évidemment, en ce moment, on sent qu'il y a un soubresaut de paix parce que Trump est à nouveau au pouvoir. Mais on sait très bien que enfin, il n'y a pas que monsieur Macron, hein, c'est tous les dirigeants européens et plutôt, je dirais, européistes. Ils attendent juste que monsieur Trump euh, finisse son mandat. Et comme les ennemis politiques de Trump, de toute façon, font tout pour revenir au pouvoir quand Trump veut partir, peut-être que Madame von der Leyen, etc., en fait, ils attendent juste que la gouvernance américaine leur soit à nouveau favorable pour appuyer, accentuer cette volonté de faire la guerre à la Russie.
Voilà. Mais il y a une volonté de faire la guerre, mais en fait, pour l'opinion publique, d'où le discours de la peur du général Mandon, pour l'opinion publique, il faudra que ça soit la Russie qui agresse. On ne peut pas, nous, envahir militairement, on peut pas... voilà. Donc, il faut que ça soit la Russie qui agresse. Donc ils sont en train de faire tout plein de trucs dans le dos de la Russie, et on le voit à travers les histoires de drones en Pologne, on l'a vu à travers l'histoire du pipeline, enfin du gazoduc, là, que, hein, soi-disant que les Russes ont fait sauter eux-mêmes. C'est vrai que c'est logique. Hein. Enfin voilà, on voit toutes ces ingérences aussi sur le terrain, tous ces mensonges, où on veut que ça soit la Russie qui réponde par l'agressivité aux actions de l'Union européenne. Mais c'est tout en catimini. Voilà. Donc, on verra bien, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et c'est important aussi de se dire aussi que M. Macron, il est quand même un peu sur la sellette, politiquement. Toutes les affaires, plus ou moins de justice, hein, euh, concernant son couple, entre guillemets, etc., tout ça, ça commence à prendre une ferveur mondiale. Hein, donc, une bonne guéguerre, si vous voulez, pour M. Macron, ça lui permettrait peut-être de faire comme M. Zelensky, c'est-à-dire d'oublier qu'il y a des élections du fait de la guerre. Ça peut aussi justifier le déclenchement de l'article 16, hein, les pleins pouvoirs, hein, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Ça peut justifier beaucoup de choses, en fait. Et surtout, ça peut aussi le rendre injugeable, impoursuivable sur des affaires de justice à venir ou en cours, puisque il est protégé par son statut présidentiel. Voilà. Quand on peut mêler l'utile à l'agréable, évidemment. Voilà. Donc voilà pour la grosse parenthèse du contexte. Euh, Maintenant, on va parler de l'exemple français, c'est-à-dire si la France toute seule, ce qui est improbable, hein, je vous le dis, c'est improbable, si la France toute seule va s'engager, euh, peut s'engager physiquement contre la Russie. Voilà, bon, la réponse est non, tout simplement. Les moyens humains et matériels sont insuffisants, ça prendrait des années, ne serait-ce que pour reconstruire nos usines, pour, et pour les matériels qui existent déjà, donc grande partie qu'on n'a pas, ou déjà qui étaient prévus dans nos différentes lois de programmation militaire, qui sont dans les cartons, entre guillemets, depuis plus de 10 ans. Hein, c'est ce qu'on appelle la rénovation des parcs. Hein, c'est tous les matériels type AMX-10RC et VAB qui sont vieillissants, qui sont remplacés par des nouveaux véhicules de combat. Euh, bah voilà, les livraisons ne sont pas faites, elles sont pas toutes, c'est pas fini. Euh, et comme c'est des matériels très modernes, très coûteux, ça prend un temps fou à fabriquer. Voilà. On peut pas être, on peut être dans un modèle de guerre conventionnelle uniquement si on fabrique du matériel en grand nombre. Et pour fabriquer du matériel en grand nombre et on va dire, et dans des délais acceptables, il faut renier sur la qualité, il faut renier sur beaucoup de choses. À l'image de ce qu'on a connu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. La France contre la Russie, la France va se retrouver comme l'Allemagne à la fin de la guerre, avec certes, peut-être avec le ou l'un des meilleurs chars au monde, par exemple, hein, si on prend que cet exemple, mais à 10 contre 1. Voilà. Le ratio Sherman contre le Tigre, on était à 5 pour 1 hein, lors de la fin de la guerre hein, pour les Allemands. Voilà. Donc malgré une ardeur au combat, malgré du matériel de haute qualité, les Allemands ont perdu la guerre à l'époque parce que bah, les Américains, enfin les forces alliées, étaient alors avec du matériel peut-être moins performant, mais avec un volume 5-7 fois supérieur. Voilà. Donc on sera dans le même cas. Le char Leclerc, c'est un super char, mais à 10 contre 1 ou à 5 contre 1, bah, ça reste un char, quoi. Donc les délais de fabrication sont très très longs. Euh, et c'est de la haute technologie qu'on fait aujourd'hui. Ça coûte un pognon monstre. Hein.
Donc déjà, il faut reconstruire les usines. Et pour celles qui existent déjà, pour augmenter les volumes de production, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas créer de nouvelles unités de production, on ne peut pas parce qu'il faut pousser les murs, il n'y a pas la place. Enfin, voilà. Et, et l'augmentation des moyens matériels et des moyens humains, ça invite à d'autres conséquences aussi parce que il suffit pas demain de fabriquer des chars, il faut pouvoir mettre le personnel dans ces chars. Donc ces gens, il faut les former, il faut les loger, enfin voilà, il y a plein de choses, il y a plein de conséquences à ça. Vous ne pouvez pas laisser pourrir des chars sans personnel, hein. Donc voilà, il faut soit augmenter les volumes des régiments existants, avec de nouveaux escadrons de combat pour les chars par exemple, soit il faut recréer des régiments de chars. Et ça, avec ces 30 dernières années de dissolution de régiments ou de bases aériennes, d'ailleurs pour l'armée de l'air, on n'est plus. Ce qui est perdu, hein, les infrastructures, voilà. Soit c'est en décrépitude, soit ça a été vendu au plus offrant. Donc nous n'avons plus les casernes pour recréer ces régiments. Il faudra reconstruire. Alors, vous imaginez le coût astronomique de reconstruire des régiments entiers. Parce que je suis désolé, il y a encore des casernes qui sont un petit peu en décrépitude, mais le coût des rénovations sont aussi folles. Folles. Voilà. Donc c'est très compliqué. Après, même s'il y a une idée faut comprendre un truc, c'est qu'avant la conscription, il faudra envoyer les professionnels. Le volume de l'armée de terre, alors vous entendrez des chiffres, hein, forcément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le volume réel. Le volume réel de ce qu'on peut envoyer au combat. De la force brute, c'est-à-dire la force opérationnelle. La force opérationnelle de l'armée de terre, c'est 75 000 hommes. 75 000 hommes, comme je l'ai dit. Et si on prend uniquement les régiments combattants, hein, c'est-à-dire ceux qui tiennent le terrain, si on prend par exemple l'infanterie, si on a 10 régiments, déjà c'est bien sur le terrain, hein. 10 régiments. Sachant que le reste de la force, vous avez des régiments combattants, 10 combattants, mais c'est ce qu'on appelle du combat indirect. Le combat indirect, bah, c'est l'artillerie. Mais c'est pareil. Les canons César, il faut les fabriquer, hein. On a déjà déployé des régiments pour envoyer en Ukraine pour apprendre que bah, maintenant les canons César se sont retrouvés en pot de fleurs à Moscou, hein. Et il faut les fabriquer, les canons César. Et ça prend un temps fou à fabriquer un canon César parce que c'est de la haute technologie. Voilà. Il faut recréer des régiments. Une ligne de front, ça se tient pas que avec l'infanterie, ça se tient avec l'artillerie, ça se tient avec l'aviation, ça se tient avec beaucoup de choses. L'aviation, parlons-en, on a 200, on doit avoir 200 avions de combat, plus ou moins. C'est ce qui est dit. Bon. Les chars, c'est pareil, on a moins de 200 chars qui tournent. Puis il y a un adage dans l'armée que tout le monde connaît. Si c'est il faut démonter 2 chars pour en retaper un, on en est là. Voilà, donc c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc le format, ça va être quoi? Ça va être de dire on envoie des professionnels. Alors on n'envoie pas grand monde en fait, parce qu'il n'y a pas grand monde à envoyer. On ne pourra pas, nous, faire la guerre aux Russes tout seul. On va être obligé de renforcer les unités ukrainiennes qui sont sur place. Donc en fait, ça va être le combat euh, euh, de l'armée française contre l'armée russe, il va être plus symbolique qu'autre chose, puisque avec les effectifs qu'on a, qu'on pourra donner, en mettre tout de suite en urgence, s'il faut déjà déployer tous les régiments d'infanterie, bah il n'y a pas grand monde en fait, hein. Les régiments d'infanterie, les régiments d'artillerie, vous prenez l'aviation légère de l'armée de terre, donc c'est nos hélicoptères, etc., nos hélicoptères de combat. Ces régiments, on les compte sur les doigts de la main, hein. Voilà. On va avoir une force combattante, réellement combattante de 25 ou 30 000 hommes, pas plus. En gros, hein. Sans relève. Sans relève. Bah oui, parce que faut les relever, ces gens-là. On va pas les laisser. Au mieux, ils partiront pour des mandats de 6 mois, comme on faisait en Afghanistan. Et au pire, ils feront des mandats d'1 an. Mais 1 an, comme les Américains. Sauf que 1 an, il faut les tenir, hein, 1 an.
pour l'armée française est pas habituée à ça. Et puis un an pour former, organiser des relèves, et ben c'est compliqué. Ça nous amène à la réserve, alors soit à des unités de réserve, parce qu'on a aussi une réserve opérationnelle. Donc oui, c'est des effectifs qu'il faut prendre en compte. Mais bon, c'est pas l'armée professionnelle, hein. C'est l'armée de réserve. C'est des gens qui, malgré leur bonne volonté, malgré plein de choses, hein, malgré leurs compétences, ils n'ont pas l'expérience qu'ont l'armée d'active et ils sont souvent utilisés pour faire des missions secondaires, c'est-à-dire des missions que l'armée d'active veut éviter de faire. Donc c'est souvent comment dire, des unités qui sont là pour faire de la surveillance, monter des gardes, faire des choses comme ça, quoi. Voilà, donc ça va être compliqué. Voilà. Et puis bon, on n'a pas de toute façon le volume de munitions, je l'ai déjà dit, mais on n'a pas le volume de munitions pour tenir de toute façon face aux Russes. Même si on ne bouge pas, hein, on est dans la tranchée, on se tire dessus de loin, enfin, ça va être une guerre un peu d'usure, ça peut être une guerre d'usure aussi, mais si on a une semaine de munitions pour l'ensemble de l'armée, c'est tout, quoi. C'est tout, hein. En plus, pour des raisons de date de péremption, ils risquent de partir avec des lots plus ou moins efficaces, surtout pour les anti-chars, hein. On voit bien l'exercice, quand on fait des tirs, on faisait des tirs à titre d'exercice, hein, pour les anti-chars, on nous faisait tirer des lots qui étaient presque périmés. Et bah, du coup, il y avait beaucoup de missiles anti-chars qui n'atteignaient pas leur cible, puisque le missile tombait par terre avant d'arriver en cible. Voilà, tout simplement, hein. Donc, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Après, on a la conscription. Alors, cette idée de conscription, c'est assez intéressante parce que je suis pas certain que la population française soit acclimatée, on va dire, psychologiquement à le faire, hein, vu qu'on a une éducation nationale qui forme notre jeunesse, hein, à tout sauf au patriotisme et au sens du sacrifice. Voilà, ce sont des choses qui sont liées plus à une éducation individuelle qu'à un message gouvernemental, hein. Hein. J'ai rien contre certains concepts, on va dire. Mais c'est toujours perturbant d'avoir des écoles voilà, qui invitent des représentants LGBT, qui nous parlent d'écologie à outrance, qui formatent en fait nos enfants à devenir de bons républicains, hein. Mais la républicain Macron, quoi, la républicain un peu androgyne, un peu... vous voyez, c'est cette république bizarre, quoi, hein, bon, donc envoyer des gens comme ça, enfin formatés comme ça, à se battre contre les Russes, c'est criminel, hein, je le dis tout de suite, hein, c'est de la haute trahison, hein, c'est criminel. Voilà. Donc on n'a pas une jeunesse faite pour ça. Et quand je regarde un peu ce que je vois sur Internet, hein, où je vois des gens qui interrogent des jeunes à ce sujet, vous avez les trois quarts qui disent ouais, j'irai pas, tout simplement. Vous avez les trois quarts qui disent j'irai pas. Et puis vous avez, dans cette population de gens qui n'y va pas, vous avez même des gens qui disent, qui sont issus on va dire, d'une immigration, soit de la première génération ou pas d'ailleurs, hein. Tous les gens que je vois qui sont interrogés là-dessus, qui sont issus de l'immigration, ah bah je retourne au bled. Voilà, tout simplement. Même si j'y suis jamais allé, j'irai me planquer au bled. Voilà, c'est ce qu'on entend. Voilà, et on va encore compter sur les quelques enfants, quoi, nos quelques enfants patriotes pour pouvoir encore faire le sale boulot. Et encore, on va sacrifier encore des gens par patriotisme. Voilà, et c'est dégueulasse. Voilà, tout simplement.
Voilà. Et il y a une chose quand même qui est assez intéressante aussi, c'est que la conscription c'est bien, mais est-ce qu'on aura... C'est pas le tout de recruter des gens, hein. Il faut pouvoir les former, il faut les encadrer. On n'a plus les infrastructures comme avant pour former des gens en grand volume, et on n'a plus les cadres. Ça veut dire que, bah oui, parce qu'il faut, s'il faut créer des régiments, il va falloir trouver un nombre important d'officiers, de sous-officiers pour servir dans ce régiment. Et même si c'est des régiments de conscrits, il va falloir qu'ils soient encadrés par des professionnels. Et on les a pas. On n'aura pas le volume de professionnels pour encadrer les conscrits. Je veux dire, un colonel pour diriger un régiment, même si c'est un régiment de conscrits, bah ça reste un colonel. Il sort pas du chapeau, le colonel, hein. Et, et tout son bureau opération instruction, et puis toute la logistique qui va derrière, enfin, je veux dire, ça sort pas d'un chapeau, hein. Voilà, donc ça c'est important à souligner. Et puis il y a aussi ce que j'appelle le Retex-Opex. Le Retex-Opex, il est simple. Depuis la fin de la guerre d'Algérie, aucun militaire français d'active n'a l'expérience d'une guerre conventionnelle. Puisqu'on n'était pas formaté sur ce format, en tout cas sur ce format-là depuis la fin de la guerre d'Algérie. Malgré que la guerre d'Algérie, c'est pas une guerre conventionnelle, hein. Mais elle a été faite par des gens qui avaient quand même fait la Deuxième Guerre mondiale, pour ceux qui l'ont commandé, hein. Voilà. Donc, en réalité, on a des généraux qui, de manière un peu symbolique, je le dis, parce que la guerre conventionnelle, ils l'apprennent surtout, à mon avis, à l'école de guerre, donc c'est un truc très... ça va être un truc très procédurisé, voilà, c'est l'école de guerre, quoi. Après, dans les faits, bah, la guerre conventionnelle, l'armée française, elle sait pas faire. Actuellement, elle sait pas faire parce qu'elle a aucune expérience. On ne peut pas dire qu'elle sache faire. Elle sait faire sur le papier, sur PowerPoint, comme je disais. Parce que bah, on a des généraux qui, de ce fait, d'inexpérience, bah, fait la guerre avec des cartes, avec des PowerPoint, avec des courbes, des statistiques, des probabilités, des choses comme... Mais elle n'a pas cette expérience. Nous, l'expérience, c'est l'opération extérieure. C'est envoyer 1500 hommes ici, 2000 hommes ici, 3000 hommes là. C'est des petits contingents en fait. Parce que c'est dimensionné comme ça. On n'a pas cette expérience. Voilà. Voilà pour la partie française. Donc vous voyez que pour la partie française, dans des délais courts, c'est infaisable. Voilà, tout simplement infaisable. Et si on doit alors en venir à une armée européenne, c'est pareil. Il va falloir que chaque nation européenne y mette du sien. On est quand même 27. Il va falloir que tout le monde se mette d'accord. Ça va être compliqué. Mais admettons que la plupart des pays européens jouent le jeu, sachant que l'armée française, c'est la seule armée en Europe qui a un peu d'expérience et un peu de volume. Même si on entend qu'il y a des armées qui commencent il y a des politiques de réarmement. Bon, mais en termes d'expérience au combat, et au combat de guerre asymétrique, hein, il y a peu d'armées en Europe qui ont un peu d'expérience. Peu d'armées. Les Allemands ont un petit peu d'expérience, il y a encore, parce qu'ils ont eu des contingents, ils nous ont accompagnés en Afghanistan. Et on notait aussi leur présence un peu dans les Balkans, mais bon, les Balkans, c'était pas la Deuxième Guerre mondiale non plus, hein. C'était plus on était surtout au lendemain d'une guerre civile, hein, avec la Serbie, donc voilà. Donc eux aussi, il va falloir peut-être que déjà ils se réindustrialisent. Et puis je rappelle que nous, on a un volume assez restreint de matériel, hein, en France. Il faut, il y a des choses pour lesquelles on dépend sur, sur l'armement individuel et l'équipement individuel, on dépend en partie des Allemands ou des Suisses. euh, Parce que le fusil d'assaut, c'est HK, hein, c'est plus FAMAS, hein, pour ceux qui ne savaient pas. On fabrique plus de FAMAS. Donc ça veut dire que pour nos conscrits, on a été obligé de déstocker des FAMAS qui ont 40 ans, qui prennent la poussière depuis 40 ans, depuis 30 ans dans les stocks. Ça veut dire que
à défaut d'avoir des treillis, euh, des treillis qui sont, on va dire, de nouvelle génération, on va être obligé de déstocker tous les vieux treillis que j'ai connus hein, d'ailleurs, hein, mais qui correspondent plus à un cahier des charges hein, d'une armée moderne et conventionnelle comme on l'a vu aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on déstocke du matériel qui est ancien, ou qu'on se fasse, ou que le gouvernement fasse des chèques en bois à plein d'industriels européens et étrangers pour équiper toute la conscription française, d'une part, et pour que cette conscription, dans le cadre d'une politique européenne, rejoigne une multinationale à l'échelle européenne. Et là, c'est pareil, une multinationale à l'échelle européenne, comme on a pu le voir lors de ce qu'on appelait des task force, là où nous sommes intervenus plusieurs fois, avec l'armée française, mais pas que, il y avait les Américains, il y avait, voilà, en Afghanistan, hein, encore une fois, je cite cet exemple. Bon, c'est pas évident hein, d'avoir un commandement unique pour des gens qui ne se comprennent pas. Hein. Donc, il n'y aura pas d'armée européenne dans un sens uniformisé, en fait. Il y aura une coalition, même si on a tous le même treillis, parce que je rappelle que la France ne pourra pas, voilà, au niveau du volume, on ne pourra pas faire, de toute façon. Donc, il est probable on ait un contingent français uniformisé avec le reste d'une armée dite européenne, mais c'est des contingents nationaux qui auront des zones de responsabilité et ces unités ne se mélangeront pas. Parce que c'est pas possible. Parce que dans l'armée française, s'il faut que tout le monde parle anglais dans toute l'Europe, dans l'armée française, il n'y a que nos officiers et une partie de nos officiers qui parlent anglais. De manière à le faire couramment. L'essentiel de la masse, hein, des militaires du rang, ne parle pas anglais. Voilà. Ou c'est un anglais de comptoir. Hein. Voilà. La création d'une armée dite européenne, ça va être le bordel. Et en termes opérationnels, ça va être le bordel. Donc c'est pas pour demain. Je vous rassure, c'est pas pour demain. Il y a des pays aussi, on peut dire qu'il y a des pays de l'Est qui vont devoir se réindustrialiser complètement, ou qui pourront pas augmenter leur volume d'effectifs militaires. Pourquoi parce que tout simplement, à l'image de beaucoup de pays de l'Est, ils étaient soumis, avant la chute du mur de Berlin, au pacte de Varsovie, donc ils ont encore, pour certains, probablement un armement ou des volumes de matériel qui dépendent ou qui sont des brevets russes. J'ai défilé en 2007, le fameux défilé des corps, des différents corps européens, enfin des forces armées européennes. J'ai défilé aux côtés, alors à ma droite, il y avait la Légion espagnole et à gauche, il y avait l'armée hongroise. L'armée hongroise, ils étaient en Kalachnikov. Hein. Voilà, donc. Et ils étaient d'ailleurs éduqués militairement comme des Russes. Bah, pourquoi? Parce que c'est comme ça, quoi. C'est le souvenir des pays de l'Est, quoi, du bloc soviétique. Hein, ils ont fait, je me souviens, ils avaient des Kalachnikov qui étaient chromés d'ailleurs. Et ils ont fait une espèce de porte-armes et un coup de tête, vous savez, comme ils ont l'habitude de faire, là, face à la tribune présidentielle lorsqu'on a amorcé le virage. Voilà. Donc, on a des forces armées en Europe qui dépendent indirectement ou directement de la Russie aussi à ce niveau-là. Donc il va falloir en réalité, peut-être qu'il va falloir qu'il y ait seulement quelques pays sur l'ensemble des nations européennes pour fabriquer un volume important de fournitures et d'armement pour cette armée européenne, pour tous les autres, parce qu'il y en a qui ne pourront pas. Parce que si vous avez des pays, comme je l'ai dit, qui sont plus ou moins sous des brevets russes ou des copies hein, de brevets russes, eh bien l'armée ukrainienne, hein, ils ont exactement le même matos à quelque chose près que les Russes en face. Hein. Ils combattent, ce sont déjà des peuples qui sont frères, et en plus ils partagent les mêmes, entre guillemets, les mêmes savoir-faire, les mêmes... voilà, c'est pour ça que pour les Français, dans les deux cas, ils sont un peu chez eux. Quoi. C'est pour ça que les Français, ça va être compliqué d'aller s'engager là-bas. On n'est pas chez nous. Hein. Il va falloir une belle résistance physique et physiologique pour faire face
à ce qu'on appellera l'hiver russe, l'hiver ukrainien. Hein. C'est pas la Côte d'Azur, l'Ukraine. Hein. Loin de là. Hein. C'est pour ça que le format il est compliqué, tout ça, ça va être très compliqué. Donc c'est pas pour demain. Dans tous les cas, c'est pas pour demain. Et on est encore trop dans l'attente de savoir s'il y a une position américaine qui au final sera en faveur ou pas. Parce que demain, sur un plan économique, hein, ou dans les années à venir, on peut aussi aller sur une espèce d'effondrement économique en Europe, qui peut justifier aussi une guerre, hein, ou pas. Mais pour l'instant, je vous dis, pour l'instant, même si ça semble être, comme j'ai expliqué, dans les cartons depuis très longtemps, pour l'instant, tout ce qu'ils prévoient de faire à l'échelle française ou à l'échelle européenne, ça peut vous faire peur, mais c'est pas faisable. Voilà. C'est pas faisable dans des délais acceptables. Donc dans les 5 ans, c'est pas possible. Et dans les 10 ans, j'y crois pas. Voilà. Mais j'ai peut-être tort, hein. Mais bon, il y a des choses, j'aime pas avoir tort. Parce que sinon, ça veut dire que. Moi, le premier, hein. Moi, je suis rappelable, hein. Moi, je vais être. Moi, les propos du général m'ont agacé parce que, à défaut que tous ces généraux de plateau, si vous voulez, hein, oui, on va conclure là-dessus. euh, Ces généraux de plateau, si demain ils sont engagés sur un conflit, bah ils vont retourner en état-major, ils s'en foutent. Eux. Tandis que vous, vos frères, vos sœurs, hein, vos pères, vos neveux, etc., eux, ils seront dans la tranchée. Hein. Donc voilà la différence. Eux, ils s'en fichent. Donc ça peut être compliqué. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai été. Ça m'a pas fait peur, mais c'est alarmant, c'est alarmiste, parce que déjà, moi, ça m'invite déjà à ce que je sois rappelé. Moi, je serais prioritairement rappelé pour y aller, dans un premier temps. Et tous les gens qui sont dans ma situation le savent, hein, qu'on va être rappelé. J'appartiens à la réserve opérationnelle de deuxième niveau, moi, c'est obligatoire. Hein, tout militaire qui quitte l'armée en fin de contrat, retraité, etc., pendant 5 ans, il peut être rappelé pour ça. Euh, Et puis je rappelle quand même ils ont revoté une loi il y a un an ou deux, là, c'était en juillet, sur ce qu'on appellerait sur les critères de réquisition matérielle et humaine en France en cas de guerre. Donc c'est tout simplement une mobilisation générale, mais aussi une réquisition des matériels, euh, réquisition, euh, réquisition, réorientation de certaines entreprises pour fabriquer et produire des choses qui initialement elles ne faisaient pas. Hein. Pour l'effort de guerre. C'est ce qu'ils ont fait pour pendant la Première Guerre mondiale. Hein. Voilà, donc moi je vous invite aussi à regarder le prix d'une guerre conventionnelle, hein, simplement en allant au monument aux morts de votre commune. Et voyez, parfois en fonction des tailles des communes, voyez le nombre quand même important de noms qu'on peut avoir sur un monument aux morts. Et je vous invite à regarder aussi les noms, parce que on a souvent des gens de la même famille. Donc on a des familles entières qui ont payé le prix. Voilà. Donc réfléchissez à ça. Et puis bah voilà, pour finir sur cette vidéo, moi je pense, euh, je pense à mes enfants. Alors on va dire pour certains, mes enfants sont assez jeunes encore, mais j'ai quand même un fils qui va avoir 18 ans bientôt. Et il est en bonne condition physique, et si ça arrive, il sera mobilisable. Donc oui, moi je suis particulièrement énervé et agacé par des propos comme ça. Voilà, tout simplement. Allez, on arrive à 1 heure de vidéo. Alors on va arrêter là. Euh, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour de la question. Et voilà, je vous invite à vous exprimer si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une bonne journée.